en 2009, il a envoyé ça donc à Louis, donc un gros bouquin, énorme quand même, et sur un projet. Il a envoyé à Louis en disant, écoute, par rapport à Cyclades, vraiment c'est dommage de ne pas l'avoir développé comme tu avais prévu de le faire, mais à partir de ça, voilà, le sous-titre, c'est un retour aux fondamentaux. Il dit, voilà, voilà moi ce que je te propose, et vous aurez remarqué que l'image de ce bouquin, c'est le pont de Millau, qui pour les Américains est le summum de la technologie et de l'ingénierie. Et donc John Day a envoyé ça à Louis en disant, écoute, moi j'ai développé quelque chose qui s'appelle RINA, Recursive Internetwork Architecture, et donc j'ai développé RINA avec une idée, j'ai repris exactement ce que tu as fait pour Cyclades et j'ai un peu amélioré. Voilà. Et en fait, RINA, donc John Day, a développé RINA, qui est un protocole qui refait un nouvel Internet comme si ça avait été développé à partir, voilà, comme si ça avait été développé à partir de Cyclades. Donc sécurisé, rapide, peu gourmand en énergie, enfin que des qualités, que des qualités. Et donc Louis est tombé dans le bouquin, je l'ai vu pendant des semaines, je me levais à 3 heures du matin, il était dedans, etc. Donc il n'a pas arrêté donc de faire ça. Et, et John Day, donc on est resté en contact, on est encore un peu en contact maintenant. John Day est très très malheureux de ce qui arrive à Louis, et lui-même il est quand même très âgé. Et, et depuis, et John Day, donc depuis le Covid, il a perdu tous ses soutiens financiers, puisqu'il était à l'université de Boston. Et, donc, il a perdu tous ses soutiens financiers, donc il ne peut plus faire de développement. Il avait des contrats RINA, qui certains ont pu être faits, d'autres pas. Et il était très content que moi et Louis, on reprenne la source pour continuer RINA. Car on a continué, donc on a commencé par OpenRoute, qui était important pour nous. OpenRoute, c'est que les gens puissent faire ce qu'on appelle en français une extension, le DNS, donc le TLD, Top Level Domain. Donc le premier domaine, c'est le .fr, ou le .com, ou le n'importe quoi. Le .moi, le .vous, tout ce que vous voulez. Et après, on développe les noms de domaine, premier, second nom de domaine, troisième nom de domaine, etc. Et en fait, avec lui, on a créé l'aide de chercheurs dans le monde qui avaient confiance dans lui et qui pensaient qu'il avait raison. On a créé un réseau avec des serveurs dans le monde où on avait nos propres TLD, à savoir donc nos propres noms de domaine. Donc on a, je sais pas, on avait le point train pour un monsieur qui faisait des petits trains, qui était passionné de petits trains. On avait le point, vraiment des extensions très. Et au début, d'abord, le gros succès qu'on a eu, c'est les gens qui voulaient leur nom de famille. Et oui. Pour faire des réseaux de famille. Voilà. Parce que la particularité d'OpenRoute, c'est qu'on n'est pas dans le réseau de l'ICANN, des Américains. Donc, quand on est dans l'ICANN, on ne peut pas voir nos réseaux. C'est pour ça que le Vatican a pris son TLD Vatican. Hein. Donc, le Vatican, qui a connu pas mal de scandales avec des documents, etc., qui fuitaient, maintenant c'est fini parce qu'ils sont entièrement sur RINA. Voilà. Donc, ah oui, vous le disiez, je me souviens. Ouais. C'est ultra sécurisé et donc ça peut rendre service à certaines entités. Voilà, et notamment, on s'en sert comme un intranet, parce que un vrai intranet, on tire un câble. Sanofi, entre les chercheurs et le centre, il y avait un câble entre les deux. Hein. Ça ne passait pas par les réseaux PTT, hein, ça ne passait pas à l'époque. À l'époque, la DSL, on ne passait pas par là. Donc, OpenRoute, ça sert aussi à créer des intranets sécurisés. Là, ici, vous avez la carte avec l'Angleterre, en haut, la Grande-Bretagne et la Gallia. D'accord? Donc là, vous reconnaissez la Bretagne. Un peu plus sur la droite, c'est comment ça s'appelle
Paris et ainsi de suite, d'accord? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, regardez. Regardez ici. Mince, je l'ai mal mis. Je vous montre, je vous fais un zoom. Regardez en dessous de Brest. London. Britannia. London. C'est marqué. London. Donc ce serait cette London qui a brûlé. Pourquoi? Parce que c'était là-bas qu'était le méridien. Vous savez, le point zéro de l'heure qui leur permet en fait de contrôler le temps. Vous savez, le GMT. D'accord? Important. Et regardez, si vous regardez en fait ici, Londres devrait être normalement ici. Vous voyez ma flèche là? Ici, là où il y a Gloucestria, là, c'est ici que normalement, Batonia, là, entre les deux, là, les deux monts, là, c'est là que devrait être London. Mais London, il y a un Londra, mais Londra, c'est pas London. Vous comprenez? Et surtout, il n'est pas du tout placé au même endroit. Maintenant, regardons ensemble. Vous voyez? Londra là-haut, là. Non, c'est pas London. Parce que regardez, vous voyez où est London? Londra, si vous regardez bien, il serait au-dessus de, comment ça s'appelle? Au-dessus de là. Au-dessus de Cambridge, il serait même au-dessus, là, il serait ici. Vous voyez? Au-dessus de Birmingham, sur la gauche, sur la droite, pardon. Là, il serait là, London. Donc, il y a une différence entre London ici, comme je vous ai montré entre les deux montagnes. D'accord? Et le London là-haut. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, regardez ça aussi, c'est très intéressant. On est en 1945. Et regardez la projection de la carte. Des câbles et wireless. Oh, on est en 1945. On parle déjà de wireless? Wireless, l'Internet? 1945? Les câbles sont déjà tirés. Et ils partent à partir d'où? Regardez, ça c'est la carte. D'accord, je vous montre. Hein. Cable and wireless, grid circle map. D'accord? Donc voilà. Et ils ont un point de départ. Et leur point de départ, justement, où est-ce qu'ils l'ont mis? Sur cette projection, les distances sont exactes que le long des lignes droites, rayonnant à partir, c'est ce qui a marqué en bas, hein, à partir de Londres, et peuvent être mesurées à l'aide des échelles graphiques. Le relèvement du grand cercle depuis Londres vers n'importe quel point peut être obtenu en prolongeant une ligne droite depuis Londres à travers le point jusqu'au bord de la carte et en lisant la valeur indiquée sur la périphérie. Là, on est en 1945. On est sur une projection de la Terre plate. Bah, je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin bref. Et regardez d'où tout part. Tout part à partir de Londres. C'est pour ça que de là-bas, c'est de là-bas qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont le méridien. Parce que c'est de là-bas, soi-disant, tout le commerce est haute. Alors qu'avant, ça partait de chez nous. Mais ils ont centralisé tout le réseau à partir de là-bas. C'est qui aujourd'hui qui détient ce monde? Puisque c'est encore eux qui aujourd'hui ont le réseau le plus abouti. Et regardez, vous voyez Africa? On était tous connectés en Inde, on était connectés partout. Tout ça, c'était la Galia. Et même Londres faisait partie de la Galia, regardez. Et on allait même jusqu'à, regardez, ici, là. Ça, on vous dit, ça, c'est l'Australie. Il balèze quand même l'Australie. Hein, on est d'accord. Hein, bon, enfin bref. Donc, vous voyez un petit peu toutes les connexions qu'il y avait. Et ça, pour ça, il a fallu déjà détruire Londres, London, le véritable, en Bretagne, pour aller nous ficher là-bas. De ce que je lis, hein. Après, moi, c'est peut-être moi, je me trompe. Hein. Et au final, vous savez que ça a une importance. Heure universelle, le jour où Paris a perdu la bataille du Méridien. Oui, parce qu'on a perdu la bataille du Méridien. Avant, le Méridien, c'était là. On pouvait même... Notre-Dame de Paris aussi, il y avait les routes qui partaient de là-bas. Le point zéro. Le choix du Méridien zéro. Il faut donc trouver une solution. Plusieurs idées... Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas le bon. Ça commence ici. Avant l'heure universelle, chaque ville vivait à son propre rythme solaire. Une situation intenable pour les trains et le commerce mondial. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref, c'est pas grave. À la fin du 19e siècle, une décision historique s'impose, choisir un méridien zéro. Paris et Greenwich s'affrontent. D'accord? Un jour, il a fallu décider l'emplacement du méridien zéro. Autrement dit, qui allait donner l'heure au monde entier?
qui allait donner l'heure au monde entier. Le choix du méridien zéro, il faut donc trouver une solution. Plusieurs idées circulent. Un méridien en pleine mer, près des Canaries, ou un lieu chargé de symboles comme Jérusalem ou Bethléem. En 1884, 26 pays se réunissent à Washington. 2 villes se détachent, Paris et Greenwich. Le commerce mondial utilise déjà largement l'heure anglaise. Le vote est sans surprise. Greenwich est choisi. D'accord ? La France s'abstient et conserve son méridien pendant près de 30 ans. En 1911, elle finit par s'aligner. Mais pour sauver l'honneur, la loi ne parle pas de Greenwich. Elle dit que l'heure française est le temps moyen de Paris retardé de 9 minutes et 20 secondes, une façon habile de céder sans le dire. D'accord ? Nous, on est GMT plus 1. Et c'est eux qui donnent l'heure au monde parce qu'ils sont GMT 0. Il est clair que les Anglais ont installé les aborigènes dans des réserves au niveau des égouts de leur ville, dans des conditions sanitaires absolument inimaginables. Ils les ont nourris généreusement, entre guillemets, avec de la farine blanche et la confiture industrielle. Ils ont donné aux enfants du sucre blanc en carré pour leur faire plaisir. Et on a constaté que tous les enfants aborigènes développaient une multitude de caries. Et donc, il y a une corrélation, certes, avec cette alimentation, mais je pense qu'une corrélation n'est pas une causalité. Et je pense qu'en fait, la véritable cause des cancers, c'est l'impossibilité ou l'interdiction de se défendre, de se mutiner, de se révolter. Voilà. Et ceci est d'autant plus plausible que nous savons que l'émail dentaire est constitué de diamantine. La diamantine, c'est la substance la plus solide dans l'univers après le diamant. Alors, imaginez que la diamantine puisse être attaquée par le sucre, c'est un peu comme imaginer qu'une épée pourrait casser un diamant. C'est pas réaliste. Hein. Ouais. Voilà. Donc, en fait, la carie dentaire, c'est un processus cancéreux, c'est-à-dire la résultante symptomatique d'un stress majeur. Et donc, le corps, le cerveau ordonne au microzyma de démonter la dent pour éviter de mettre l'aborigène en danger par révolte, par mutinerie. Donc, ce que tu sous-entends, Alain, si j'ai bien compris, parce que la question des caries, elle est très importante, entre autres, ça voudrait dire qu'une carie dentaire, d'après ce que tu nous dis, ce serait plus de l'ordre émotionnel qu'alimentaire. C'est-à-dire, quand tu parles de stress. Tout à fait. Tout à fait. En Occident, les caries dentaires sont généralement liées au fait que, au moment, alors ça, on rentre dans des complications, mais il faut savoir que lorsque le bébé perce les dents, ça lui fait mal. Et ça lui fait mal. Pour quelle raison ? Ça lui fait mal parce qu'il est en carence de vitamine C. Tous les Européens sont en carence de vitamine C chronique. Si on complémente les enfants en vitamine C, la percée dentaire est totalement indolore. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que cette douleur est soulagée en mordant. Donc, cette douleur est soulagée en mordant. Ça veut dire que l'enfant va avoir tendance à mordre tout ce qui est sous la main, y compris les petits copains, les petites copines, les parents, etc. Et donc, il va recevoir l'injonction de ne pas mordre de la part des parents, de la part des autorités. Et donc, il va développer des caries à ce moment-là. Et je pense que ce que tu dis là, c'est quand même majeur, parce que là, moi, c'est la première fois que j'entends ça, parce que c'est vrai que, oui, l'histoire du sucre, on disait... moi, j'ai connu un gars, quand j'étais en primaire, il avait 8 caries. Donc, c'était un record, 8 caries. Voilà, on est tous passés, enfin, ma génération, en tout cas, quand on était en primaire, etc., on allait faire des voyages scolaires ou ce genre de choses. Et puis un jour, on est allé justement dans un centre qui nous apprenait à nous brosser les dents. Enfin, on était très jeunes. Hein. Et justement, il y avait les questions des caries. On nous disait, voilà, si vous mangez trop de bonbons, vous allez avoir des caries parce que le sucre attaque l'émail dentaire. Donc là, tu m'apprends un truc vraiment fondamental parce que là, ça révolutionne, j'allais dire, la médecine
et pas seulement pour les enfants, mais pour tout le monde, parce que les caries, je pense pas qu'il y a un âge particulier pour en avoir. Est-ce que d'ailleurs des seniors peuvent avoir des caries? Parce que ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Bien sûr. Alors, si tu veux, je vais te donner mon exemple simple. Quand j'étais enfant, il m'arrivait de manger un demi-kilo de sucre blanc en carré par jour. Je me brossais les dents une fois tous les 2 ou 3 mois. C'est tout. J'ai fait ma première carie dentaire à 50 ans. Attends, répète, tu te lavais les dents que tous les 2 ou 3 mois? Oui. Donc ça veut dire que le fameux brossage des dents après chaque repas, c'est de la foutaise aussi, alors? Totalement. Comment dire? Je fais mon mea culpa, je me brosse pas les dents forcément de manière assidue. Non, mais c'est incroyable, alors, parce qu'il y a une question d'haleine aussi, la laine dentaire. Et justement, excuse-moi, là, j'ai plein de questions qui me viennent en même temps parce que je suis en train de comprendre des choses que j'essaie de comprendre depuis presque 20 ans. Parce qu'en fait, c'est fondamental ce que tu nous dis là, parce qu'en parlant des dents, les dents, c'est quand même peut-être un des moteurs principaux de notre corps. Ça, je l'ai compris récemment. Tout passe par les dents, en fait. Même ce soit le système immunitaire, etc., c'est les dents, c'est presque une forme de cerveau imbriqué dans notre bouche, quoi. C'est un truc incroyable. Et justement, la question du brossage des dents, comment tu vois les choses pour ça? Si tu veux, il peut y avoir des débris alimentaires qui restent et qui sont gênants. Il peut y avoir des aliments industriels en général qui s'attachent, qui font une espèce de pellicule un peu pâteuse sur les dents. Dans ce cas-là, oui, il faut se brosser les dents. Mais quand tu manges normalement et que tu n'as pas de débris alimentaires dans la bouche, il n'y a aucune nécessité à se brosser les dents régulièrement. Il n'y a aucun problème. Donc le premier point, c'est ce que l'on met vraiment dans nos assiettes, épidémie de salmonelle et kebab frelaté. Donc l'Europe est censée disposer de normes de sécurité alimentaire les plus strictes au monde. Le consommateur attend légitimement que ce qu'il pose sur sa table soit de qualité et sans danger, et qu'il sache ce qu'il mange. 2 affaires récentes, l'une sur le continent, l'autre au Royaume-Uni, viennent pourtant rappeler que l'exigence de traçabilité n'est pas toujours respectée, avec pour résultat des consommateurs tantôt malades, tantôt trompés, parfois les deux. Selon un rapport d'Euronews, des nouilles instantanées aromatisées ont été identifiées comme la source probable d'une épidémie de salmonellose. Le bilan communiqué par les autorités sanitaires européennes est loin d'être anodin. Au moins 106 personnes touchées dans 14 pays, majoritairement des enfants et de jeunes adultes, et pas moins de 49 hospitalisations. L'Autorité européenne de sécurité des aliments et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ont relié les cas à des produits d'une même marque recensés en Autriche, au Royaume-Uni, en Tchéquie, au Danemark, en Estonie, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Lettonie, Lituanie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne et en Suède. Les souches bactériennes en cause pointaient vers un producteur ukrainien. La marque Reva, propriété de la société vietnamienne Unibain, a fini par reconnaître la détection alléguée de Salmonella Stanley dans un lot de nouilles distribué sur le marché balte et fabriqué par Eurofood Service, un industriel ukrainien. Les lots concernés ont depuis été retirés, l'entreprise assurant avoir pris les mesures nécessaires. Le maillon faible de la traçabilité. Reprenons le fil. Une entreprise vietnamienne sous-traite sa production en Ukraine, pays en guerre et étant non membre de l'Union. Pourquoi pas, dira-t-on? Sauf que ni le Vietnam ni l'Ukraine ne sont tenus de se plier aux standards exigeants imposés aux producteurs européens. Et ces produits finissent malgré tout dans les rayons des supermarchés locaux où le consommateur de bonne foi présume que tout ce qui est mis en vente est propre à la consommation. Et je répète que nous avons des normes draconiennes au sein de l'Union européenne, mais par contre, tout ce qui est importé de l'extérieur, c'est open bar, tout est facile, tout est accessible. Les vérifications ne sont pas là, on voit le résultat avec des articles comme celui-ci, mais ça ne dérange absolument pas l'Union européenne. Cette faille en dit long sur une contradiction plus large. Dans le même temps, Bruxelles s'emploie à signer des accords comme le Mercosur qui autorisent l'afflux de produits agricoles issus de pays où les normes environnementales et sanitaires diffèrent de celles de l'Union, au risque de fragiliser des milliers d'exploitations européennes, le tout sur fond de ce que les agriculteurs dénoncent comme un étouffement de la politique agricole commune entre coupes budgétaires et surcharge de règles environnementales. D'un côté, on asphyxie le producteur local sous les contraintes,
De l'autre, on ouvre grand la porte à des importations échappant à ces mêmes exigences. Donc là, on en déduit qu'il y a même potentiellement une volonté politique d'agir pour écraser ceux qui produisent localement et pour faciliter toutes les importations qui proviennent de pays extérieurs. Deuxième exemple, des kebabs à l'agneau, à la chèvre et au gras. Le second dossier révélé par la BBC nous mène outre-Manche. Kisme Kebab, qui se présente comme l'un des plus gros fabricants de doner kebab du Royaume-Uni, trompait ses clients depuis des années. Des tests ADN menés par les services de contrôle en 2020-2021 ont montré que des kebabs censés contenir 70% d'agneau affichaient en réalité moins de 10% de mouton. L'essentiel était en fait composé de peau, de graisse et de chèvre. Une descente dans l'usine en mai 2021 a levé le voile sur la recette. Aucune livraison d'agneau n'y parvenait. Un enquêteur cité par la BBC décrit des palettes de chèvre, des chutes à forte teneur en graisse, des cartons de gras et de peau, des morceaux de mouton. Le tout passé dans un gigantesque hachoir jusqu'à ressembler à de la pâte à modeler. L'entreprise a écopé le mois dernier d'une amende de 500 000 livres après avoir reconnu une fraude remontant à 2021. Deux affaires, un même constat. Derrière les promesses d'un modèle sanitaire irréprochable, la réalité de ce que nous mettons dans nos assiettes mérite plus que jamais d'être regardée de près. Et je vous en passe les scandales qui ont eu lieu. Aujourd'hui, la viande de cheval dans les lasagnes, les kebabs avec de la peau. Enfin, il y a des scandales les uns derrière les autres, sans parler de tous les rappels. J'ai même partagé certaines vidéos qui vous parlaient des rappels de nourriture des supermarchés, même des bébés infantiles, qu'on retrouvait des matières, même des produits métalliques à l'intérieur, enfin des choses incroyables. Tout ce système de grande folie de consommation, de fabrication à outrance de la nourriture pour que ce soit fabriqué à la chaîne, tout ça est complètement destructeur de notre alimentation et nous avons de plus en plus de problèmes sur nos aliments. Mais ça ne dérange pas, toujours plus gros, toujours spécialisé, comme aujourd'hui l'agriculture, toujours des super entreprises, des méga structures qui vont prendre en charge la totalité de la consommation des humains, et on s'aperçoit que dès que nous sommes dans un modèle tel que celui-ci, eh bien, à chaque fois il y a des problèmes, il y a des pesticides, il y a des choses graves, mais ça ne nous sert pas de leçon et on continue parce que c'est pour la réussite de tous ces actionnaires qui sont derrière tout ça. Que créer un espace de parole, tu penses que ce peut être déjà influencer ce qui va s'y dire? Ah, le fait de le créer, le fait même de le créer. Non, oui, c'est intéressant cette question. J'aime bien parce que il y a pas longtemps, j'ai demandé au responsable ou au créateur d'un média dit indépendant ou alternatif s'ils voulaient bien devenir parrain d'eux d'ailleurs. Ils m'ont dit la même chose, ils ont le même prénom tous les deux, peu importe. S'ils voulaient bien devenir parrain d'une victime des effets indésirables dans le cadre de mon action de parrainage là. Et les deux m'ont dit non parce que moi je veux être un des deux en tout cas m'a dit non parce que je veux être les deux m'ont dit non mais un des deux a dit parce que je veux être neutre, c'est important et je me suis dit mais dès que tu crées cet espace de parole, je l'ai pas pensé comme ça à ce moment-là, mais dès que tu invites quelqu'un et que tu amènes un sujet, que tu prends une position, tu n'es plus neutre. C'est d'ailleurs pareil dans les recherches, même à l'université. Quand tu fais ne fût-ce qu'un mémoire de fin de master ou une thèse, on te demande de prendre position. C'est une des premières choses que tu dois faire. Prendre une position, identifier tes repères théoriques, identifier tes repères empiriques, et donc tu prends une position, tu n'es plus neutre. Et donc évidemment que ça induit des biais, comme on dit, BIAIS, ça inclut des biais, oui, évidemment. Sûr. Et quand tu crées un espace de parole, tu invites des gens, ben, automatiquement, tu n'es plus neutre. Et en plus, il y a le regard des autres sur toi. Donc, tu imagines bien que si tu te mets à inviter toute une série de gens qui disent « Attention, ne vous faites pas injecter », par exemple. Comme par exemple moi, après le Doctoton, si juste après, j'invite à Blachier ou à Le Chibre, je le fais exprès là pour la prononciation, évidemment, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, il y a quelque chose qui serait pas cohérent. Donc, bon, quand je vois les soi-disant journalistes qui sont supposés être neutres, quand tu grattes un peu, mais il n'y a rien de neutre dans tout ça. Rien. C'est de la propagande à longueur de journée, le journalisme. Donc, oui, non, je suis plutôt d'accord avec ça, avec le fait que c'est pas neutre. Dès que tu ouvres un espace de discussion,
ou alors tu dois changer d'animateur, avoir des animateurs qui entre eux se déchirent quoi, sur les idées, tu vois. Et peut-être comme ça, on peut peut-être avoir une certaine forme de neutralité, mais je ne pense pas, et surtout pas dans un temps de crise comme celui qu'on passe, pas qu'on vient de passer, qu'on passe maintenant. On est encore dedans. Absolument, on est encore dedans. Ah oui, Oui. absolument. Donc, très intéressant cette remarque que tu fais. Et justement, je me demandais aussi si tu es allé au-delà de ta parole, tu as mis des choses en place, des actions, et c'est aussi quand même sacrément, c'est sacrément lourd aussi, hein, tout ce que tu as pu objectivement porter. Et pourquoi tu ne t'es pas arrêté là? Pourquoi tu continues aujourd'hui? Parce que c'est pas fini. Parce que c'est pas fini. C'est l'humanité qui est en danger. Et là, je parle pas du nombre, je parle du caractère de ce qui est humain. C'est vraiment, il y a l'humanité est en grand danger. Est en perte de vitesse. Et clairement, je fais une émission là avec Marion Saint-Michel sur le sujet, justement. Vraiment, comment on peut ramener de l'humanité dans tout ça, hein. C'est pour moi, comment je vais dire ça? Tu sais, si tu as une chambre entièrement noire, donc dans l'obscurité totale, que tu ouvres d'un tout petit millimètre une porte, ou que tu as ne fût-ce qu'une toute petite loupiote dans un coin, l'obscurité n'existe plus. Exact. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si tu as de la clarté et que tu mets un tout petit peu d'ombre, tu gardes la clarté et tu as un peu d'ombre. Mais dans l'autre sens, non, dès que tu as une pièce sombre, tu mets un tout petit peu de luminosité, tu commences, tes yeux vont s'adapter, tout ça, et tu commences à voir. Et donc, moi, je pense, j'ai la croyance, bon, pourtant, je ne suis pas une croyante, hein, moi, je ne suis pas du tout une croyante, mais j'ai la croyance que si on ajoute, si on continue à mettre de l'humanité dans tout ça, tout ce qu'ils font ne peut pas réussir. Et d'ailleurs, il y a Ariane Biran qui l'explique très bien avec le totalitarisme, où elle explique que aussi longtemps que des gens disent non au totalitarisme, le totalitarisme ne peut pas se mettre en place pleinement. C'est impossible. Aussi longtemps qu'il y a des gens qui disent non, je ne veux pas de ça, ça ne peut pas se mettre en place. On est dans une forme de totalitarisme maintenant, à dogme énorme, un totalitarisme énorme. Aussi longtemps qu'on dira ben non, moi, être une machine, ça ne m'intéresse pas, je préfère garder des liens humains, quitte à ce que de temps en temps ça me fasse mal, comme il y a 2 semaines, c'était les funérailles de Mélanie Maupas. Ça a été dur, mais dur, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'est dur, mais je préfère vivre ça que d'être assimilé à une machine, quoi. Et donc, aussi longtemps qu'il y aura des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, qui se positionneront comme ça et qui diront ben non, non, ben non. Nous, ça ne nous intéresse pas d'être des machines, on a envie d'être en lien entre nous, on a envie d'être en lien avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui nous entoure, avec le vivant. Aussi longtemps qu'on a des gens qui font ça, ils ne pourront pas gagner, ils ne gagneront pas.